Puis-je passer la fête des pères avec vous ?» supplia la pauvre fillette sans abri au millionnaire arrogant, et il changea sa vie pour toujours. Le ciel de Lyon, ce dimanche-là, avait cette teinte gris-perle qui rendait les contours de la ville à la fois doux et mélancoliques. Les feuilles des platanes frémissaient sous un vent léger et les passants se pressaient, absorbés par leur propre vie, ignorant le silence obstiné d'un homme assis sur un banc de la place Bellecour. Julien Morel, costume parfaitement ajusté, chaussures lustrées au point de refléter la lumière terne du jour, fixait un point invisible devant lui. Ses mains, pourtant, ne restaient pas immobiles. Elles tenaient fermement une petite canne en bois verni, trop petite pour lui, usée par les années mais intacte dans son éclat. C'était la seule chose qu'il n'avait jamais réussi à ranger dans une boîte ou à déposer dans un grenier. Il venait souvent ici autrefois, accompagné d'un rire clair et de petites mains qui s'agrippaient à son bras. C'était le banc où sa fille s'asseyait pour partager une glace à la fraise, là où sa femme, élégante et douce, lisait un livre pendant que l'enfant courait après les pigeons. Aujourd'hui, ce même banc était un mausolée invisible, un monument qu'il visitait en secret, incapable d'affronter autrement la date qui approchait. Dans une semaine, ce serait la fête des pères. Un jour qu'il avait appris à haïr. Les voix de la ville semblaient venir d'un autre monde. Le bruit lointain d'un accordéon, le claquement de talons sur les pavés, le murmure d'une conversation enjouée. Pour Julien, tout était étouffé, comme si une vitre invisible le séparait du reste des vivants. Sa mâchoire restait crispée, ses épaules raides sous la veste impeccable. Depuis l'accident, il avait tout bâti pour que rien ni personne ne traverse cette barrière. Ni collègues, ni amis, ni souvenirs. Il se laissait glisser dans une existence réglée, où chaque minute servait à éviter la précédente. Ce dimanche-là, il n'était venu que pour s'asseoir, respirer à peine et repartir. Mais le poids de la petite canne dans ses mains semblait plus lourd que d'habitude. Il passait son pouce sur la poignée lisse, gravée d'un motif floral délicat, comme pour s'assurer qu'elle était bien réelle, qu'elle n'avait pas disparu elle aussi. Par moments, il fermait les yeux, non pas pour se reposer, mais pour éteindre les images qui revenaient, malgré lui, les cheveux blonds éparpillés par le vent, le visage rieur taché de glace, et cette voix, minuscule mais éclatante, qui l'appelait « Papa ». Julien avait presque oublié le goût du temps qui passe quand il n'est pas rempli de chiffres, de réunions et de décisions stratégiques. Le vide, lui, avait une saveur amère, qu'il connaissait par cœur. Ce vide était assis à ses côtés depuis des années, immuable, fidèle comme une ombre. Ce jour-là, il se disait que rien ne viendrait troubler cette bulle d'isolement. Pourtant, la vie avait ses propres règles et elle s'apprêtait à les lui rappeler d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. À quelques pas, un groupe d'enfants traversa la place en riant, tenant chacun un ballon coloré. Julien détourna le regard, refusant de se laisser atteindre par ce genre de scène. Mais malgré sa vigilance, un léger frisson d'agacement, ou était-ce de nostalgie, lui parcourut l'échine. Ses doigts serrèrent encore plus la canne, comme si cet objet pouvait l'ancrer dans le présent et l'empêcher de sombrer dans le passé. Il ignora le monde, comme toujours. Du moins, c'est ce qu'il croyait faire. Car derrière les bruissements des feuilles et le roulement des conversations, un autre regard s'était posé sur lui, silencieux, patient, presque invisible. Ce regard appartenait à quelqu'un qui n'avait pas l'habitude qu'on le remarque, et pourtant, il venait de se fixer sur Julien avec une intensité qui bientôt percerait son armure. Mais pour l'instant, il ne savait rien. Il n'entendait que le souffle du vent et le battement régulier de son cœur, lourd et lent, comme un métronome d'une vie en veille. Le soleil s'était légèrement levé depuis que Julien Morel s'était installé sur le banc, mais la lumière peinait à franchir le voile épais de nuages qui recouvrait Lyon. Les ombres restaient longues et l'air humide portait une odeur de terre mouillée. Julien, droit et figé comme une statue, laissait passer devant lui un défilé de silhouettes pressées. Des couples se croisaient sans un mot. Un vieil homme promenait un chien qui reniflait chaque recoin. Une femme poussait une poussette en fredonnant. Lui restait impassible, comme s'il avait décidé que rien ne méritait son attention. Pourtant, quelque chose au bord de son champ de vision l'empêchait de s'enfermer totalement dans ce détachement habituel. C'était d'abord une impression vague, celle d'être observé. Julien connaissait bien cette sensation dans le cadre des affaires, quand un rival le scrutait, cherchant une faiblesse. Mais ici, sur cette place, ce n'était pas la tension d'un duel, plutôt la persistance d'un regard
qui ne voulait pas s'éteindre. Discrètement, il laissa ses yeux glisser vers la gauche. Là, entre un banc vide et une colonne de pierre, se tenait une fillette. Minuscule dans ses vêtements trop grands, les manches d'un vieux pull élimé tombant presque jusqu'à ses doigts, elle avait les cheveux châtain clair emmêlés et un visage à moitié dissimulé derrière une frange irrégulière. Elle ne fuyait pas son regard. Au contraire, ses yeux d'un bleu clair presque translucide semblaient plantés dans les siens avec une curiosité étrange. Il y avait dans cette manière de fixer une sorte de défi muet, comme si elle s'attendait à ce qu'il dise quelque chose, à ce qu'il rompe ce silence qui, pour elle, semblait durer depuis longtemps. Julien fronça légèrement les sourcils, agacé sans vraiment savoir pourquoi. Il avait appris à filtrer le monde, à ignorer ce qui n'entrait pas dans ses priorités, et ce visage ne devait pas en faire partie. Pourtant, il ne parvenait pas à détourner les yeux immédiatement. La fillette resta immobile quelques secondes, puis fit un pas vers lui. Ses chaussures, visiblement trop petites, laissaient apparaître un trou au bout de l'une d'elles. Julien nota aussi la saleté incrustée sur le tissu de son pantalon, l'usure irrégulière qui trahissait une vie sans confort. Malgré tout, elle avançait avec une lenteur calculée, comme si chaque mouvement devait être évalué avant d'être accompli. Lorsqu'elle fut à quelques mètres, elle s'arrêta net, hésitant à franchir la distance restante. Julien sentit un agacement pointé. Il n'aimait pas les imprévus, encore moins quand ils venaient perturber ses rituels. Il se redressa légèrement, pensant qu'un simple geste suffirait à la dissuader. Mais elle ne recula pas. Au contraire, ses yeux s'élargirent légèrement, comme si elle venait de prendre une décision. Elle fit encore quelques pas et s'assit sur le banc voisin, à peine à 2 mètres de lui. Il détourna le regard, feignant de s'intéresser aux pigeons qui picoraient les miettes laissées par un vieil homme. Mais il percevait sa présence comme une petite onde de chaleur dans l'air froid. Il avait toujours été sensible aux présences, même s'il s'en défendait. Et celle-ci avait quelque chose de dérangeant, peut-être parce qu'elle ne correspondait à rien de familier. Les minutes passèrent, rythmées par le claquement des talons d'une passante et le grincement lointain d'un vélo mal huilé. Julien se demanda pourquoi elle ne parlait pas. Les enfants, même les plus timides, finissaient par dire quelque chose. Mais elle, non. Elle se contentait de l'observer par instants, détournant les yeux quand il surprenait son regard pour les ramener vers lui quelques secondes plus tard. Il y avait, dans ces allers-retours visuels, une sorte de code muet qu'il ne comprenait pas, et cela l'agaçait autant que cela le troublait. Julien avait l'habitude d'analyser les comportements, de deviner les intentions derrière chaque parole ou chaque geste. Dans le monde des affaires, il lisait les gens comme un livre ouvert. Mais ici, il n'y avait ni contrat, ni enjeu financier, seulement une enfant mal habillée qui refusait de disparaître de son champ de vision. Il songea à partir. Mais étrangement, ses jambes restaient immobiles. Il aurait pu se lever, faire quelques pas, retrouver la froideur rassurante de son bureau ou la solitude de son appartement. Pourtant, quelque chose le retenait, une curiosité qu'il refusait de nommer. Alors il resta là, tentant de se convaincre que ce n'était qu'un caprice passager, que dans quelques minutes elle se lasserait et partirait. Mais cette certitude commençait déjà à se fissurer, car il voyait bien qu'elle n'était pas pressée. Elle n'avait pas ce regard furtif des gens qui passent, mais celui, fixe et patient, de ceux qui attendent une ouverture, une faille. Et Julien, malgré lui, commençait à se demander ce qu'elle cherchait exactement, en le fixant ainsi. Dans cette matinée qui, jusque-là, n'était censée être qu'une répétition de toutes les autres, le temps semblait s'être ralenti sur la place. Les voix, les bruits de pas et le froissement des feuilles se fondaient dans un arrière-plan indistinct. Julien Morel, pourtant, restait parfaitement conscient de la présence de la fillette assise à quelques mètres. Il avait fini par se convaincre qu'elle finirait par s'en aller, mais au lieu de cela, elle se pencha légèrement vers lui, comme pour franchir la distance invisible qui les séparait. Il la vit ouvrir la bouche, hésiter un instant, puis laisser échapper une phrase, d'une voix si faible qu'il ne fut pas certain de l'avoir bien entendue. « Est-ce que je peux passer la fête des pères avec vous ?» Ces mots simples et pourtant totalement inattendus frappèrent Julien de plein fouet. Il resta immobile, comme si quelqu'un venait de figer le temps. La question tournait dans sa tête, chaque syllabe résonnant avec un écho désagréablement familier. La fête des pères. Ces 3 mots qu'il évitait soigneusement, qui n'étaient pour lui qu'un rappel cruel de ce qu'il avait perdu. Et voilà qu'une inconnue, une enfant visiblement sans abri, venait de les prononcer en le regardant droit dans les yeux.
Son premier réflexe fut la défense. Il redressa les épaules, fronça les sourcils et répondit d'une voix sèche « Non ». Il n'avait pas réfléchi. Ce « non » était sorti de lui comme un réflexe, le même qu'il utilisait face à des propositions absurdes dans le cadre de son travail. Mais à peine le mot prononcé, il sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. La fillette baissa aussitôt la tête, comme si elle avait anticipé ce rejet. Aucun reproche, aucune insistance. Juste ce geste, lent, d'acceptation silencieuse. Julien détourna le regard, mais les mots qu'elle venait de prononcer restaient coincés dans son esprit comme un refrain obsédant. Il n'avait pas besoin de creuser pour comprendre pourquoi cette phrase l'atteignait ainsi. Elle réveillait une image précise, celle de sa fille, un matin de juin qui lui tendait un dessin maladroit de lui avec une cravate rouge, accompagné de mots tremblants. « Bonne fête, papa ». Il se souvenait avoir souri, l'avoir serré contre lui. Il se souvenait aussi que ce fut l'une des dernières fois où elle put le lui dire. Il secoua la tête comme pour chasser l'image et tenta de reprendre le contrôle de la situation. Après tout, cet enfant n'était qu'une inconnue. Peut-être cherchait-elle simplement un moyen d'obtenir de l'argent ou un repas. Il avait appris à se méfier des demandes inhabituelles, mais malgré tous ses raisonnements, il ne parvenait pas à se défaire de ce sentiment étrange, mélange de trouble et de malaise. La fillette, elle, restait immobile, ses mains croisées sur ses genoux maigres. On aurait dit qu'elle avait décidé que le silence était plus sûr que les mots. Ce mutisme ne rendait sa question que plus pesante. Julien se surprit à vouloir lui demander pourquoi elle avait choisi de poser cette question à lui et pas à quelqu'un d'autre. Mais il se retint. Il ne voulait pas donner l'impression qu'il ouvrait une porte. Pourtant, même en essayant de l'ignorer, il savait que la scène resterait gravée dans sa mémoire. Elle ne ressemblait à aucune des interactions rapides et impersonnelles qu'il avait avec le reste du monde. C'était autre chose. Une intrusion inattendue dans un espace qu'il avait verrouillé depuis longtemps. Les passants continuaient à circuler, indifférents à cette conversation minuscule, mais, pour Julien, déstabilisante. Il croisa brièvement le regard d'une femme âgée qui, en passant, sembla jeter un œil à la fillette avant de poursuivre son chemin. Ce simple échange de regards fit naître en lui une idée inconfortable. Peut-être qu'il y avait quelque chose dans la posture de l'enfant, dans sa manière de rester là, qui éveillait un instinct protecteur, même chez les étrangers. Et lui, que faisait-il? Il venait de répondre par un refus sec. Il serra un peu plus fort la canne qu'il tenait, comme si elle pouvait absorber cette tension qui montait en lui. Il se força à détourner son attention vers la façade d'un café en face, observant les clients en terrasse. Mais même cette diversion échoua. Derrière tout ce qu'il regardait, il y avait encore cette voix qui répétait « Est-ce que je peux passer la fête des pères avec vous ?» Julien se demanda si elle comprenait la portée de ce qu'elle avait dit. Peut-être que pour elle, ce n'était qu'une question comme une autre, mais il avait la sensation que non. Il y avait dans son ton une sincérité brute, sans calcul, qui rendait la question impossible à balayer comme une simple bizarrerie. Il sentit un début de colère contre lui-même. Pourquoi laissait-il une enfant qu'il ne connaissait pas lui imposer un tel poids? Il aurait dû se lever, partir et ne plus y penser. Pourtant, il restait assis. Quand il finit par tourner de nouveau la tête vers elle, il remarqua que ses yeux, baissés jusqu'ici, étaient à nouveau fixés sur lui. Pas avec insistance, pas avec défi, juste une attente silencieuse, comme si elle espérait encore une réponse différente. Julien soutint ce regard quelques secondes avant de détourner les yeux une fois de plus. Mais il savait que ce moment resterait accroché à lui, qu'il le veuille ou non. Le silence qui suivit la question resta suspendu entre eux comme un fil tendu, invisible mais impossible à rompre. Julien Morel, toujours assis avec raideur sur son banc, observait la place Bellecour sans vraiment la voir. Les conversations alentour, le battement régulier des pas sur les pavés et le cliquetis des tasses dans le café voisin semblaient assourdis, comme s'ils venaient d'un autre espace. La fillette n'avait pas bougé depuis son refus. Elle s'était contentée de baisser la tête et de replier ses mains sur ses genoux, adoptant une posture qui n'était ni de la résignation ni de la provocation. Plutôt un effacement volontaire, comme si elle acceptait d'être ignorée mais ne cherchait pas à disparaître pour autant. Julien se força à détourner les yeux vers l'horloge du kiosque à journaux, essayant de se rappeler les rendez-vous qu'il avait prévus pour l'après-midi. Il en avait, comme toujours, mais aucun ne paraissait urgent au point de l'arracher à ce banc. Cette constatation le dérangea. Il détestait perdre son temps, surtout sans raison valable.
Pourtant, il restait là, presque malgré lui. Il finit par rompre le silence, plus pour alléger son propre malaise que par réelle curiosité. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il, la voix plus sèche qu'il ne l'aurait voulu. La fillette releva légèrement la tête, comme si elle ne s'attendait pas à ce qu'il prenne la parole. « Élise Laurent. » Il nota la manière dont elle prononçait son nom, sans hésitation, avec cette clarté qu'ont les enfants quand ils savent que c'est la seule chose qu'ils possèdent vraiment. Julien hocha la tête, plus pour lui-même que pour elle. « Et tes parents » Elle haussa à peine les épaules. « J'en ai pas. Pas de longues explications. Pas de détails sur comment ni pourquoi. Juste ces mots, jetés comme un constat froid et inchangeable. » Julien sentit quelque chose se contracter dans son ventre. Il avait l'habitude de rencontrer des gens qui enjolivaient leurs histoires, qui y ajoutaient un drame ou un éclat pour capter l'attention. Ici, il n'y avait rien de tel. Seulement la vérité brute, presque dénuée d'émotion, ce qui la rendait encore plus lourde. Il voulut en rester là, ne pas creuser davantage. Mais son regard glissa malgré lui sur les manches usées de son pull, sur la ligne mince de ses poignets, sur la poussière incrustée dans le tissu de son pantalon. « Tu vis où » Elle hésita une fraction de seconde, comme pour évaluer s'il méritait la réponse. Un peu partout, cette réponse vague n'était pas une esquive, c'était une réalité. Julien se demanda comment une enfant de son âge pouvait survivre ainsi, passant d'un endroit à un autre. L'image lui parut insupportable, mais il s'efforça de garder son visage impassible. Il croisa les jambes, s'appuyant légèrement contre le dossier du banc, mais ses pensées étaient déjà ailleurs. Il se souvenait de sa propre fille, de la manière dont elle avait besoin de sentir sa main dans la sienne pour traverser la rue, de ses questions incessantes sur tout ce qu'elle voyait. Imaginez Élise, seule dans les rues de Lyon, le soir, avec seulement ses vêtements pour se protéger, réveillait en lui une tension qu'il ne voulait pas reconnaître. La fillette, quant à elle, ne disait plus rien. Elle regardait les pigeons avec un intérêt distant, comme si elle savait qu'ils finiraient par revenir vers elle pour grappiller des miettes invisibles. Julien se demanda si c'était là une habitude acquise, attendre, patiemment, que quelque chose ou quelqu'un daigne s'approcher. Il se racla la gorge, agacé par le poids invisible qui semblait s'installer entre eux. « Tu devrais trouver un endroit où aller. » Elle tourna vers lui un regard calme, sans reproche ni espoir particulier. « Je sais. » Ces deux mots simples et neutres suffirent à lui faire perdre le fil de ses pensées. Il signifiait qu'elle était consciente de sa situation, qu'elle vivait avec depuis assez longtemps pour l'accepter comme un fait ordinaire. Cette idée le troubla plus qu'il ne voulait l'admettre. Julien baissa les yeux vers la canne qu'il tenait encore. Il se rendit compte qu'il la serrait au point que ses phalanges en blanchissaient. Il pensa à se lever, à tourner les talons, à retrouver la froideur rassurante de son quotidien. Mais son corps ne réagissait pas. Quelque chose l'empêchait de se détacher de cette scène. Il avait construit autour de lui un mur solide, fait de distance, de règles et de refus. Mais il pressentait, sans vouloir le dire, qu'une fissure venait d'y apparaître. Non pas à cause des mots d'Élise, mais à cause de la manière dont elle les avait dits, comme si elle savait que cela ne changerait rien et qu'elle était prête à l'accepter. Ce détachement tranquille contrastait avec sa propre manière de se protéger. Et Julien, contre toute logique, se demanda ce qui arriverait si ce mur continuait à se fissurer. Julien Morel resta quelques instants encore assis sur le banc, fixant un point vide quelque part entre le sol et l'horizon, incapable de décider s'il devait mettre fin à cette rencontre ou céder à une impulsion qu'il ne comprenait pas lui-même. L'air était plus froid qu'il ne l'avait imaginé en quittant son appartement ce matin-là, et il remarqua qu'Élise avait les lèvres légèrement violacées, les mains serrées l'une contre l'autre pour se réchauffer. Cette constatation, banale en apparence, creusa un sillon dans ses pensées. Il se leva brusquement comme pour échapper à sa propre hésitation et lança d'un ton neutre « Viens !» Elle le suivit sans rien dire, ses pas rapides mais prudents pour rester à hauteur de ses longues enjambées. Ils traversèrent la place, franchirent la rue et s'engagèrent dans une petite artère où les enseignes de café et de boulangerie diffusaient une chaleur visuelle rassurante. Julien poussa la porte d'une boulangerie qui exhalait un parfum de beurre fondu et de pâte chaude. La clochette tinta et un souffle de chaleur les enveloppa. Il se dirigea vers le comptoir, choisit un croissant doré et un chocolat chaud fumant, puis les posa devant elle à une table près de la vitrine. Élise, sans un mot, s'installa et saisit le croissant avec les deux mains, comme si elle craignait qu'on le lui retire.
Elle mordit dedans avec une rapidité qui trahissait la faim, mais tenta de mâcher lentement, sans doute pour prolonger le moment. Ses yeux s'illuminèrent légèrement, et Julien, malgré lui, observa cette transformation. Il remarqua alors les petites coupures sur ses doigts, les rougeurs sur sa peau sèche, les ongles ébréchés. Il détourna le regard, comme s'il avait vu quelque chose de trop intime. Il se souvenait des mains de sa propre fille, souvent couvertes de peinture ou de pâte à modeler, mais toujours protégées, toujours lavées et soignées. Cette comparaison involontaire le troubla plus qu'il ne voulait l'admettre. Élise but une gorgée du chocolat chaud et laissa échapper un soupir presque imperceptible. Puis, sans lever les yeux, elle dit « Avant, je faisais des cartes pour mon père, pour la fête des pères, mais il venait jamais les chercher. » Julien ne répondit pas tout de suite. Il aurait voulu se dire que ce n'était qu'une phrase, un souvenir perdu au milieu d'autres, mais ces mots lui transpercèrent l'esprit. L'idée de cet enfant préparant quelque chose avec soin, attendant et se retrouvant face à une absence, le heurta de plein fouet. Il n'avait pas demandé plus de détails, mais il les imaginait déjà. Un bout de papier plié maladroitement, quelques traits de feutre colorés, peut-être un mot appris à l'école, et l'attente, longue, vaine. Il prit une inspiration discrète, tentant de maintenir une distance. Pourtant, plus il cherchait à se protéger, plus il sentait cette barrière se fragiliser. Il se concentra sur les bruits autour d'eux, le grésillement de la machine à expresso, le froissement des sacs en papier, le chuchotement des clients, mais au centre de tout cela, la présence d'Élise restait comme un point fixe, impossible à ignorer. « Et maintenant » demanda-t-il presque malgré lui. « Maintenant, je fais rien. Ça sert à rien. » La simplicité de cette réponse, son absence totale de drame le désarma. Elle ne semblait pas chercher à provoquer la pitié. C'était juste un fait. Julien sentit quelque chose d'inconfortable remuer dans sa poitrine. Il détourna le regard vers la vitrine, observant les passants défiler, certains abrités sous des parapluies, alors qu'il ne pleuvait pas encore. Ils restèrent ainsi quelques minutes, le silence entre eux prenant la place des mots. Élise termina son croissant, essuya ses mains sur son pantalon et but une dernière gorgée de chocolat chaud. Julien paya et se leva. Elle le suivit, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, et ils ressortirent dans la fraîcheur de la rue. En marchant, il sentit qu'il avait perdu une partie du contrôle qu'il exerçait toujours sur ses journées. Habituellement, chaque heure de son temps était planifiée, chaque déplacement calculé. Mais à cet instant, il ne savait pas vraiment où il allait, ni pourquoi il continuait à marcher à ses côtés. Il avait l'impression que quelque chose, en lui, commençait à céder, non pas brutalement, mais comme un verrou qui se desserre peu à peu, laissant passer un filet d'air là où jusque-là tout était hermétiquement clos. Il jeta un coup d'œil à Élise. Elle marchait droit devant elle, le menton légèrement relevé, ses yeux clairs absorbant les détails de la rue, comme si elle voulait en retenir chaque image. Elle ne parlait pas, ne posait pas de questions. Et pourtant, sa simple présence semblait occuper plus d'espace que tout ce qu'il avait prévu pour sa journée. Julien ne savait pas encore ce qu'il ferait ensuite, mais il savait qu'il n'était déjà plus tout à fait le même qu'au moment où il s'était assis seul sur ce banc. Ils revinrent sur leurs pas jusqu'à la place, le vent ayant fraîchi, soulevant par moments les papiers abandonnés qui tourbillonnaient avant de se plaquer contre les pavés humides. Julien Morel avançait d'un pas décidé, mais chaque mètre parcouru lui semblait plus long que le précédent. À mesure qu'il se rapprochait du banc où tout avait commencé, il ressentait cette tension diffuse qu'il connaissait bien, celle qui précède un choix qu'on préfère éviter. Sa main glissait machinalement sur la poignée de la canne, comme pour y chercher une réponse. Arrivé près du banc, il ralentit. Élise s'arrêta à son tour, sans rien dire. Elle ne semblait ni pressée de rester, ni impatiente de partir. Son visage neutre, presque impassible, ne trahissait aucune attente particulière. Julien, lui, se sentit soudain pris dans un dilemme absurde. Reprendre son chemin vers ses rendez-vous, ses appels, ses chiffres, ou s'attarder encore quelques minutes. La première option était la plus logique, la plus cohérente avec tout ce qu'il avait construit ces dernières années. La seconde n'avait aucun sens, et pourtant, c'était celle qui retenait ses pas. Il jeta un regard à sa montre. L'aiguille avançait avec une régularité implacable, mais il ne se décida pas à bouger. Il pensa à son emploi du temps de la semaine à venir. Plusieurs réunions importantes, des négociations qui demandaient toute son attention.
Ce qui le surprit, c'est que ses obligations, normalement si essentielles, lui parurent soudain lointaines, presque accessoires. « Bon, fit-il en s'éclaircissant la gorge, tu sais où tu vas dormir ce soir ?» La question lui échappa comme un aveu et il s'en voulut aussitôt. Élise leva les yeux vers lui, étonnée qu'il s'intéresse à ce détail. « Oui, enfin, pas vraiment. Parfois sous une marquise ou derrière un vieux garage, là où il n'y a pas trop de vent. » Julien sentit un poids se former dans sa poitrine. Il tenta de se raisonner. Il n'était pas responsable d'elle, il n'avait aucune obligation. Et pourtant, l'idée de la savoir recroquevillée quelque part, exposée au froid et au danger de la nuit, le dérangeait plus qu'il ne l'aurait cru possible. Il s'efforça de retrouver son ton habituel, distant et ferme. « Tu devrais aller dans un centre d'accueil. » Elle haussa les épaules, sans révolte ni ironie. « J'y suis déjà allé. C'est pas bien. Trop de bruit. Pas de place. » Sa voix ne portait ni plainte ni exagération, juste une constatation. Julien, malgré lui, se surprit à imaginer ces lieux. Des couloirs saturés de voix, des lits rapprochés, une odeur de renfermé. L'image d'Élise là-dedans lui fut presque insupportable. Il détourna le regard vers la fontaine au centre de la place. L'eau jaillissait en un murmure régulier, indifférente aux passants. Cette indifférence lui parut étrangement cruelle. Il pensa à se détourner, à laisser la conversation s'éteindre, mais plus il essayait de se convaincre de partir, plus une pensée s'imposait. Il n'avait aucune raison valable de la laisser dehors ce soir-là. Pourtant, son orgueil se dressait. Il se rappelait toutes les fois où il avait refusé de s'impliquer dans les affaires personnelles de ses employés, toutes les situations où il avait choisi la distance plutôt que l'engagement. Ouvrir une brèche aujourd'hui, même minime, revenait à admettre que cette armure qu'il portait n'était pas invincible. Il inspira profondément, puis lâcha presque à contre-cœur. « Tu connais un hôtel pas loin ?» Elle secoua la tête. « Non. » Il hésita encore quelques secondes, puis fit un signe discret de la main. « Viens. » Ils quittèrent la place, longeant les façades éclairées de boutiques fermées. La lumière des réverbères dessinait leurs ombres côte à côte sur le trottoir humide. Julien marchait vite, mais jetait parfois un coup d'œil derrière pour s'assurer qu'elle le suivait. Il avait l'impression étrange de se voir agir de l'extérieur, comme si chaque pas qu'il faisait le menait plus loin de la vie qu'il avait toujours connue. En approchant d'un petit hôtel à la devanture modeste, il sentit son rythme cardiaque s'accélérer sans qu'il comprenne pourquoi. Il réserva une chambre, donna son nom et sa carte bancaire, tout cela avec la même précision qu'une transaction professionnelle. Mais quand il remit la clé à Élise, il comprit qu'il venait de franchir une ligne invisible. Elle entra dans la chambre, jeta un regard rapide au mur clair, au lit recouvert d'une couverture propre. Puis, elle s'assit au bord du matelas, les mains posées sur ses genoux, comme si elle craignait de déranger quoi que ce soit. Julien resta debout près de la porte, observant cette scène sans savoir quelle place y prendre. Il aurait pu partir immédiatement, mais il resta. Elle finit par se glisser sous la couverture, ses paupières s'abaissant presque aussitôt. Julien, lui, demeura là, silencieux, comme un veilleur hésitant à s'en aller. Et dans cette immobilité, il se rendit compte que, pour la première fois depuis longtemps, il ne pensait pas à ses affaires, à ses rendez-vous ou à ses chiffres. Toute son attention était fixée sur cette respiration régulière, preuve qu'au moins pour cette nuit, elle serait en sécurité. La nuit à Lyon s'était installée avec une douceur trompeuse, enveloppant les rues d'un voile sombre où les lampadaires dessinaient des cercles de lumière pâle. Depuis la fenêtre de la chambre d'hôtel, Julien Morel observait les façades en face, alignées comme des silhouettes endormies. Derrière lui, Élise dormait profondément, ses traits détendus, comme si l'idée même d'un toit au-dessus de sa tête suffisait à chasser pour un temps les inquiétudes qui accompagnaient son quotidien. Julien s'était assis dans un fauteuil, dos à la fenêtre, le regard posé sur le profil de la fillette. Il ne comprenait pas pourquoi il restait là, au lieu de rentrer chez lui. Rien ne l'obligeait à veiller. Et pourtant, il ressentait une forme de vigilance qu'il n'avait pas connue depuis des années. Sa main continuait de tenir la canne posée sur ses genoux, comme un rappel constant du chemin qu'il avait mené jusqu'ici. Il se souvenait encore du ton qu'elle avait employé pour lui répondre, sur la place, quand il lui avait demandé où elle dormait. Pas de plainte, pas de supplication, seulement un fait brut exposé comme on énonce la météo du jour. Cette manière de parler lui avait laissé un arrière-goût amer.
Il imaginait ses nuits passées sous une marquise, dans l'ombre d'un bâtiment, avec pour seule protection un morceau de tissu élimé. L'idée qu'elle ait pu s'habituer à cela le dérangeait profondément. Les heures passaient lentement. Chaque fois qu'il songeait à se lever et à partir, son regard revenait vers elle, et il restait. Il n'y avait rien d'héroïque dans ce qu'il faisait. C'était un geste simple, presque instinctif, mais qui semblait avoir un poids démesuré. En l'observant, il se surprit à se demander à quoi ressemblaient ses journées. Comment se nourrissait-elle? Où passait-elle ses après-midi? Avait-elle des amis ou seulement des connaissances éparses croisées dans la rue? Il tenta de se rappeler comment, lui, avait perçu le monde à 10 ans. Il revit sa propre enfance protégée, entourée, où la faim, le froid et la peur n'avaient pas leur place. Puis il pensa à sa fille, et la comparaison fut inévitable. Sa fille avait eu une chambre pleine de livres et de jouets, des vêtements propres chaque matin, un repas chaud chaque soir. Imaginer qu'un enfant puisse grandir sans tout cela réveillait en lui un sentiment qu'il croyait éteint. La révolte silencieuse face à une injustice flagrante. Vers minuit, il se leva, marcha jusqu'à la petite table près du lit et y déposa une bouteille d'eau et un paquet de biscuits qu'il avait pris à la réception. Elle ne se réveilla pas. Son souffle restait régulier, presque imperceptible. Julien recula d'un pas, comme pour ne pas troubler ce fragile équilibre. Il retourna s'asseoir, s'adossa au fauteuil et ferma les yeux quelques instants. Les bruits de la ville, assourdis par les murs, se mêlaient au tic-tac discret de l'horloge accrochée au-dessus de la porte. Il se sentit étrangement apaisé, comme si la simple présence de cet enfant avait ralenti le rythme intérieur qui l'avait toujours poussé vers l'avant, vers plus de chiffres, plus de résultats, plus de contrôle. Au petit matin, les premiers rayons de lumière glissèrent à travers les rideaux. Julien rouvrit les yeux et constata qu'Élise était encore profondément endormie. Il prit conscience qu'il n'avait presque pas fermé l'œil, non pas par inconfort, mais parce que veiller ainsi ne lui avait pas semblé une contrainte. Il avait voulu s'assurer qu'elle ne se réveillerait pas dans le froid ou la solitude. Elle finit par bouger légèrement, frotta ses yeux et se redressa. Pendant quelques secondes, elle sembla oublier où elle se trouvait, puis ses traits se détendirent. Julien se leva et lui indiqua la salle de bain. Elle y alla sans un mot, refermant la porte derrière elle. Quand elle revint, il lui tendit une petite enveloppe contenant un billet. « Pour que tu puisses manger aujourd'hui. » Elle prit l'enveloppe, hésitant à la mettre dans sa poche, comme si elle craignait qu'il change d'avis. Puis, dans un geste inattendu, elle le remercia d'un signe de tête et ajouta « C'est gentil, mais je peux rester un peu avec vous ?» Julien sentit que la question venait du même endroit que celle de la veille. Pas une demande calculée, pas une stratégie pour obtenir plus, mais un élan spontané. Et là, il comprit qu'il ne s'agissait plus seulement de lui offrir un repas ou un toit pour la nuit. Il s'agissait de quelque chose qu'il n'avait pas encore défini, mais qui déjà modifiait la trajectoire de sa journée, et peut-être de sa vie. La lumière matinale filtrait à travers les rideaux de la chambre d'hôtel, diffusant une clarté douce qui contrastait avec le froid de l'extérieur. Julien Morel se tenait près de la fenêtre, observant la rue en contrebas où les premiers passants se hâtaient, emmitouflés dans leurs manteaux. Derrière lui, Élise finissait de ranger le peu d'affaires qu'elle possédait dans un sac de toile effiloché. Elle avait accepté, sans poser de questions, de l'accompagner un peu plus longtemps. Julien n'avait pas précisé combien de temps, ni vers où ils iraient. En quittant l'hôtel, ils marchèrent côte à côte dans les rues encore calmes. Julien proposa d'entrer dans une petite boutique de vêtements. Il savait exactement pourquoi il le faisait. Ce qu'elle portait n'était pas adapté au froid, et l'idée de la laisser repartir ainsi lui paraissait inacceptable. Élise, d'abord réticente, finit par accepter un manteau bleu marine et un pull chaud, après avoir essayé timidement quelques modèles. Quand elle se vit dans le miroir, elle eut un sourire discret, presque surpris. Julien, lui, resta impassible, mais au fond, ce sourire provoqua une fissure dans cette rigidité qu'il entretenait depuis des années. Il se surprit à repenser à la dernière fois où il avait acheté des vêtements pour sa fille. C'était quelques semaines avant l'accident. Elle avait choisi une robe à fleurs bien trop grande pour elle, qu'elle avait refusé d'échanger, persuadée qu'elle la porterait très longtemps. La robe avait été rangée dans son armoire, intacte. Il se souvenait de cette image avec une précision qui le désarma. Ils sortirent de la boutique et poursuivirent leur marche jusqu'à un petit café. Assis face à Élise, il la regarda jouer avec la cuillère dans sa tasse de chocolat chaud.
Ses gestes simples lui semblaient chargés d'une concentration presque adulte, comme si elle avait appris à savourer chaque instant de répit. « Tu as toujours vécu ici, à Lyon ?» demanda-t-il. « Oui. Enfin, je crois. Je me souviens pas d'ailleurs. » Sa réponse avait ce ton détaché qui, chez elle, remplaçait les longs récits. Julien aurait pu chercher à en savoir plus, poser des questions sur ses parents, sur les circonstances qui l'avaient mené dans la rue. Mais il craignait que ces questions soient perçues comme une intrusion. De plus, il savait qu'il n'était pas prêt à entendre certaines réponses. En buvant son café, il sentit le poids du passé revenir l'écraser. Chaque sourire d'Élise, chaque éclat de curiosité dans ses yeux, faisait remonter des souvenirs enfouis. Il revoyait les matins passés avec sa fille, la course contre la montre pour l'emmener à l'école, les histoires qu'elle inventait pendant les trajets. Ces images, autrefois insupportables, semblaient maintenant revenir avec une intensité différente. Il n'était plus seulement accablé par la perte. Il ressentait aussi la douleur d'avoir volontairement fermé la porte à tout ce qui pouvait ressembler à ces instants. Il tenta de se rappeler la première fois où il avait décidé de se couper du reste du monde. C'était après l'enterrement. Les jours qui avaient suivi étaient devenus flous, noyés dans les obligations administratives et les gestes mécaniques. Petit à petit, il avait construit une existence réglée comme une horloge, où rien ne dépinçait. Ses relations personnelles s'étaient réduites à quelques échanges polis avec des collègues, et sa vie sociale s'était limitée à des dîners d'affaires. Ce système avait tenu, mais il ne s'était jamais interrogé sur ce qu'il coûtait réellement. Voir Élise rire en essayant le manteau avait suffi à fragiliser cet édifice. Ce n'était pas seulement de la compassion, c'était autre chose, quelque chose qui le concernait directement. Il avait l'impression qu'en l'aidant, il touchait à une partie de lui-même qu'il avait laissée à l'abandon. Après le café, ils marchèrent jusqu'au quai du Rhône. L'air y était plus vif et quelques joggeurs passaient en respirant bruyamment. Élise s'arrêta pour regarder les reflets du soleil sur l'eau. Julien, debout à ses côtés, suivit son regard. Il se demanda si elle pensait à quelque chose en particulier ou si elle se contentait de profiter du spectacle. Il se rendit compte qu'il ne savait pas comment elle voyait le monde. « C'est beau », dit-elle simplement. Ces deux mots suffirent à lui rappeler qu'il avait oublié, depuis longtemps, de trouver la beauté dans des choses aussi simples. Il avait passé des années à courir après des objectifs mesurables, à accumuler des réussites tangibles, mais il n'avait pas pris le temps de s'arrêter pour regarder un fleuve briller sous le soleil d'hiver. Alors qu'ils reprenèrent leur marche, Julien sentit que cette journée n'avait rien à voir avec toutes les autres. Il ne savait pas encore ce qu'il ferait ensuite, ni où cette rencontre les mènerait, mais il savait que quelque chose avait déjà changé en lui, et que le poids qu'il portait depuis des années commençait très légèrement à se déplacer. Le midi approchait lorsque Julien Morel proposa à Élise de déjeuner quelque part. Elle hocha simplement la tête, sans enthousiasme excessif, comme si elle avait appris à accepter ce qui venait sans jamais trop y croire. Ils marchèrent quelques minutes jusqu'à un petit restaurant à l'écart des rues les plus animées, un établissement discret avec une devanture en bois sombre et quelques tables rondes disposées près des fenêtres. L'endroit sentait la soupe chaude, le pain frais et le café tout juste moulu. Julien choisit une table au fond, à l'abri des regards. Il n'aimait pas attirer l'attention et savait qu'il était reconnu dans certains quartiers. Élise s'installa en face de lui, glissant son sac à ses pieds. Le serveur apporta des cartes, mais elle ne les toucha pas, attendant qu'il décide pour elle. Julien commanda 2 plats du jour et 2 jus de fruits. Il remarqua que ses doigts étaient posés bien à plat sur la table, comme pour se retenir de tout geste qui pourrait paraître déplacé. Pendant qu'ils attendaient, un silence s'installa, non pas pesant, mais rempli de cette observation réciproque qui arrive quand 2 personnes apprennent à se connaître sans se précipiter. Julien se surprit à chercher un sujet de conversation qui ne soit ni trop personnel ni trop banal. Finalement, il lui demanda « Tu aimes faire quoi quand tu as du temps pour toi ?» Elle haussa légèrement les épaules. « Je sais pas, j'invente des histoires dans ma tête. Je les raconte parfois à un copain, mais il est parti. » Julien fronça les sourcils. « Parti où ?» Elle répondit d'un ton neutre. « Je crois qu'il a été placé dans une famille, mais je suis pas sûr. » Il n'insista pas. Elle avait prononcé ces mots avec une simplicité qui cachait sans doute plus de choses qu'elle ne voulait dire. Puis, comme pour détourner l'attention d'elle-même, elle lui demanda « Et vous ? Vous faisiez quoi quand vous étiez petit ?» Julien hésita. C'était une question simple, mais il ne s'attendait pas à la recevoir. « Je lisais beaucoup, et je dessinais aussi, surtout des voitures.
Un léger sourire étira les lèvres d'Élise. « Moi, je dessine des maisons, toujours avec un grand jardin. » Il la regarda un instant, cherchant à comprendre si ce jardin représentait quelque chose de précis pour elle. Mais avant qu'il ne pose la question, le serveur arriva avec leur plat. L'odeur chaude de la viande et des légumes se mêla à celle du pain frais. Élise mangea avec application, ni trop vite ni trop lentement, comme si elle avait appris à doser pour ne pas paraître affamée. Julien, de son côté, réalisa qu'il n'avait pas partagé un repas en tête-à-tête avec quelqu'un en dehors du travail depuis très longtemps. Ses déjeuners se résumaient d'ordinaire à des rendez-vous professionnels, avec des discussions orientées vers les chiffres et les stratégies. Ici, il n'y avait aucun objectif, aucune conclusion à tirer, seulement une conversation ponctuée par le bruit des couverts et le cliquetis des verres. Entre deux bouchées, Élise se lança dans une description improvisée d'un personnage qu'elle venait d'inventer. Une vieille dame qui vivait dans une maison pleine de chats et qui parlait aux oiseaux comme à des voisins. Julien l'écouta, surpris par la précision avec laquelle elle décrivait les détails. Elle parlait de l'odeur du jardin après la pluie, des rideaux qui bougeaient avec le vent et du chat-borgne qui surveillait la porte comme un gardien officiel. Il se surprit à sourire, un vrai sourire qui ne venait pas d'une politesse de circonstance, mais d'un amusement sincère. Ce sourire le déstabilisa. Il réalisa qu'il ne se souvenait plus de la dernière fois où il avait ri ou souri ainsi. Ce n'était pas seulement la situation qui était inhabituelle, c'était la manière dont il se sentait dans l'instant. Présent, attentif, sans pensée parasite. La voix d'Élise, ses mots inventés, avaient momentanément remplacé les préoccupations qui l'obsédaient habituellement. Le repas s'acheva sur un dessert simple. Élise termina son assiette, puis posa sa cuillère, l'air satisfaite mais pas pressée de partir. Julien régla l'addition et se leva. En sortant du restaurant, ils retrouvèrent l'air vif de l'hiver. Les rues s'étaient animées et le bruit ambiant semblait plus intense. Pourtant, Julien n'en était pas agacé comme à son habitude. Ils marchèrent côte à côte, sans se presser. Élise lui montra une vitrine où étaient exposés des livres d'occasion. Elle s'arrêta devant, pointa du doigt un vieil album illustré et dit simplement « Celui-là, je l'ai déjà lu, enfin, juste un peu, à la bibliothèque. » Julien, sans réfléchir, entra dans la boutique et l'acheta. Elle le remercia avec un simple « merci », mais il remarqua qu'elle serrait le livre contre elle comme un objet précieux. Ce geste banal pour lui semblait avoir une importance démesurée pour elle. En la voyant ainsi, il comprit que ces petites attentions sans but précis commençaient à tisser quelque chose entre eux. Pas une dette, pas une obligation, mais un lien silencieux qui se construisait à travers les moments partagés. Et Julien, bien qu'il ne veuille pas encore l'admettre, savait qu'il ne cherchait plus à mettre fin à cette rencontre. Au contraire, il avait l'impression que, pour la première fois depuis longtemps, il avançait sans plan préétabli, et que cela ne lui faisait pas peur. Le jour commençait à décliner quand Julien Morel, sans vraiment s'en rendre compte, prit la direction d'un centre d'accueil qu'il connaissait de nom. Il n'y était jamais entré, mais il savait que plusieurs associations y orientaient les personnes sans abri. Élise marchait à ses côtés, serrant contre elle le livre qu'il venait de lui offrir. Elle ne posait pas de questions sur leur destination, se contentant d'observer les façades qui se teintaient d'ombre, au rythme de leur progression. Julien gardait le regard fixé droit devant lui, persuadé que c'était la chose la plus rationnelle à faire. Il n'avait pas l'intention de se transformer en sauveur improvisé. Trouver à Élise un endroit sûr, au moins pour quelque temps, lui semblait être une solution claire et définitive. Mais, au fond, il savait qu'il tentait aussi de mettre un terme à quelque chose qu'il ne maîtrisait plus totalement. Cette connexion naissante qui le poussait à prendre des décisions inhabituelles. En approchant du bâtiment, ils furent accueillis par un mélange d'odeurs, désinfectants, humidité et nourriture réchauffée. Une file d'hommes et de femmes patientait devant la porte, certains assis sur le trottoir, d'autres debout en silence. Les conversations étaient rares, et l'air portait un fond de lassitude. Julien sentit Élise se rapprocher légèrement de lui, comme si cette atmosphère l'intimidait. Ils franchirent le seuil et furent dirigés vers un petit bureau où un homme d'âge moyen, visiblement épuisé, prenait des notes derrière un écran. Julien expliqua qu'il cherchait une place pour une enfant. L'homme leva les yeux, soupira et secoua la tête. « On est plein depuis des semaines. On peut peut-être lui trouver un lit de fortune pour 2 nuits, pas plus. » Julien observa la salle derrière lui,
rangées de lits superposés, draps défaits, valises et sacs entassés. Le bruit était constant, un mélange de voix, de pas et de portes qui claquent. Ce chaos, il le connaissait par les reportages, mais y être confronté directement donnait une autre dimension à cette réalité. Il imagina Élise tentant de dormir ici, au milieu de l'agitation, entourée d'inconnus. Il se tourna vers elle. Elle ne disait rien, mais ses yeux exprimaient une réserve prudente. Elle ne semblait pas effrayée, plutôt résignée. C'était cette résignation qui le frappa. Comme si elle avait déjà vécu des situations similaires, et qu'elle s'attendait à ce qu'on la laisse là, parce que c'était ainsi que les choses fonctionnaient. Julien eut un mouvement de recul intérieur. La logique voudrait qu'il accepte, qu'il laisse l'association s'occuper d'elle. Mais en la regardant, il sentit que quelque chose en lui refusait cette idée. Ce n'était pas seulement le bruit ou l'inconfort du lieu. C'était l'impression que, s'il partait maintenant, il ferait plus que la laisser ici. Il refermerait la porte qu'il avait entr'ouverte depuis leur rencontre. Il remercia le responsable, sortit du bureau et fit signe à Élise de le suivre. Une fois dehors, l'air froid de la fin d'après-midi les enveloppa, effaçant un peu l'odeur saturée qu'ils avaient laissée derrière eux. Julien marcha quelques pas en silence, réfléchissant. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à envisager n'était pas anodin. Il avait passé des années à éviter toute situation qui puisse raviver ses blessures. Et pourtant, chaque fois qu'il pensait à Élise seule dans ce centre ou dans la rue, une tension insupportable lui serrait la poitrine. Ils traversèrent un pont au-dessus du Rhône. L'eau en contrebas reflétait les lumières de la ville qui commençaient à s'allumer. Élise avançait en silence, tenant toujours son livre. Julien jeta un coup d'œil vers elle et pour la première fois se demanda sérieusement ce que signifierait pour lui de la voir auprès de lui plus longtemps que prévu. Pas seulement pour une nuit, pas seulement pour un repas. Cette pensée lui sembla à la fois absurde et dangereuse. Il ne se voyait pas comme quelqu'un capable de s'occuper d'un enfant désormais. Il connaissait trop bien ses limites, son incapacité à revivre certaines émotions. Mais il se rendait compte qu'il avait déjà franchi plusieurs lignes qu'il n'aurait jamais imaginé dépasser. Ils s'arrêtèrent devant un kiosque fermé, abrité par un auvent. Julien se tourna vers elle. « Ce centre, tu veux y retourner demain ?» demanda-t-il. Elle hésita, baissa les yeux, puis répondit simplement « Pas vraiment ». Il comprit que cette réponse contenait tout ce qu'il avait besoin de savoir. Il n'avait pas encore trouvé la solution, mais il savait qu'il ne se contenterait pas de la déposer dans un endroit où elle se sentirait de trop. Ce constat, bien qu'incomplet, marquait un point de non-retour dans son esprit. En reprenant la marche, Julien sentit que la situation échappait aux schémas dans lesquels il avait toujours voulu enfermer sa vie. Et, étrangement, il ne cherchait plus à tout prix à reprendre le contrôle. La nuit était tombée sur Lyon, et les rues, désormais baignées par les lumières orangées des lampadaires, semblaient plus calmes. Julien Morel avait raccompagné Élise près de la petite pension où ils passeraient la soirée, décidé à lui offrir un peu de répit après la déception du centre d'accueil. Sur le chemin, ils avaient peu parlé, mais la fillette marchait à une distance constante, comme si un fil invisible la liait à lui. Il ne savait toujours pas ce qu'il allait faire à long terme, mais il avait conscience que chaque minute passée en sa compagnie le rapprochait d'une décision qu'il n'aurait jamais imaginé prendre quelques jours auparavant. Le lendemain matin, il se réveilla plus tôt que d'habitude. La lumière pâle du jour filtrait par les rideaux et il se leva sans bruit pour ne pas la réveiller. Assis sur la petite chaise près du lit, il observa son visage détendu. C'était étrange de se surprendre à penser que cette présence, qui n'avait rien de prévu, avait changé l'atmosphère de ses journées. Quand Élise ouvrit les yeux, elle eut un instant d'hésitation, comme si elle devait se rappeler où elle se trouvait. Puis, en le voyant, elle esquissa un léger sourire. Julien lui proposa de prendre le petit déjeuner en bas, mais elle secoua la tête et fouilla dans son sac. Elle en sortit une petite boîte en carton, fermée avec un morceau de ficelle. Le carton, abîmé par le temps et les manipulations, portait des dessins de fleurs maladroitement tracés au feutre. « C'est pour vous », dit-elle simplement, en posant la boîte sur la table. Julien la regarda, surpris. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle haussa les épaules. « Ouvrez ». Il défit lentement la ficelle et souleva le couvercle. À l'intérieur, il découvrit un objet familier, mais qui n'aurait jamais dû se trouver là. C'était la petite canne en bois verni qu'il avait laissée sur le banc de la place Bellecour.
Il l'avait oublié, emporté par leurs marches et leurs échanges, et n'avait pas remarqué son absence. Élise avait dû la ramasser à son insu. « Je l'ai trouvé là où vous étiez assis le premier jour, expliqua-t-elle. J'ai pensé que c'était important pour vous. » Julien resta figé, fixant l'objet. Il sentit un mélange étrange d'émotions monter en lui. Surprise, gratitude, mais surtout un coup direct au cœur. Cette canne n'était pas qu'un souvenir matériel. C'était le dernier lien physique qu'il avait conservé avec sa fille. Personne, depuis des années, n'avait touché ou même évoqué cet objet. Et voilà qu'une enfant qu'il connaissait à peine le lui rendait, emballé dans une boîte décorée à la main. Il releva les yeux vers Élise. Elle le regardait sans insister, sans attendre de réaction spectaculaire. Elle avait fait ce geste simplement, parce qu'elle avait compris son importance. Julien se rendit compte qu'il n'avait pas ressenti une telle reconnaissance depuis longtemps. Ce n'était pas le genre de gratitude liée à un service rendu ou à une aide attendue, c'était plus profond, presque intime. Il referma doucement la boîte, posa la canne sur ses genoux et inspira profondément. Les souvenirs affluèrent malgré lui. Sa fille, riant en tenant cette canne miniature, s'en servant comme accessoire dans ses jeux, la brandissant fièrement lors de leur promenade. Chaque image le frappait avec une clarté douloureuse, mais moins insupportable qu'avant. Comme si, par ce geste, Élise avait transformé la douleur en quelque chose de différent, de plus supportable. « Merci », dit-il enfin, d'une voix basse mais ferme. Elle répondit par un simple signe de tête et s'assit en face de lui, sortant de son sac le livre acheté la veille. Elle commença à le feuilleter, absorbée par les illustrations, tandis que Julien restait silencieux, observant cette scène qui, à sa manière, avait tout changé. Ce matin-là, il comprit que leur rencontre n'était plus seulement une succession de gestes improvisés pour aider une enfant en difficulté. Elle avait franchi un seuil invisible. Ce n'était plus une relation dictée par la circonstance, mais quelque chose qui ressemblait à un lien. Et ce lien, il ne voulait plus le couper. Quand ils quittèrent la chambre pour sortir dans les rues de Lyon, Julien tenait la boîte sous son bras. Il savait qu'elle ne quitterait plus ses affaires. En marchant, il remarqua que son pas était moins lourd, que l'air froid lui semblait moins oppressant. Élise, de son côté, marchait en silence, mais son regard balayait la ville avec une curiosité tranquille. Julien ne se l'avouait pas encore, mais il venait de prendre une décision. Ce geste, cette boîte, cette canne retrouvée, tout cela avait ébranlé les dernières résistances de son esprit. Ce n'était plus seulement une question de logique ou de prudence, c'était une question de cœur. Et pour la première fois depuis des années, il était prêt à écouter ce que le sien avait à dire. Les rues de Lyon, ce matin-là, étaient baignées par une lumière claire et froide. Julien Morel marchait d'un pas mesuré, la petite boîte décorée d'Élise serrée sous son bras. À ses côtés, la fillette avançait sans se presser, les mains dans les poches de son manteau bleu marine, le livre contre elle. Ils ne parlaient pas, mais il y avait dans leur silence quelque chose de nouveau, moins distant que les jours précédents. Julien savait qu'il devait réfléchir. Il avait passé la nuit à tourner la situation dans sa tête, à peser les conséquences d'un geste qu'il envisageait de plus en plus sérieusement. Adopter Élise. Le mot résonnait comme une promesse et une menace à la fois. Une promesse, parce qu'il savait que ce serait lui offrir une stabilité qu'elle n'avait jamais eue. Une menace parce qu'il mesurait ce que cela réveillerait en lui, les souvenirs, la douleur, la peur de perdre encore. Ils traversèrent la place Bellecour, plus animés que la première fois où ils s'y étaient rencontrés. Les conversations des passants se mêlaient au bruit de pas et aux cris lointains d'un marchand ambulant. Julien jeta un coup d'œil vers le banc où il s'était assis seul quelques jours plus tôt. La vision d'Élise à côté de lui ce jour-là revint avec une netteté qui lui donna presque le vertige. Il repensa à chaque moment partagé depuis, le croissant avalé à toute vitesse, les histoires inventées au restaurant, le refus silencieux d'entrer dans un centre d'accueil, la boîte en carton avec la canne retrouvée. Rien de tout cela n'avait été prévu, et pourtant chaque étape semblait avoir été nécessaire pour arriver ici. « On va où » demanda Élise, brisant le silence. Julien hésita. Il aurait pu inventer une réponse vague, mais il choisit de dire la vérité. « Au tribunal, ou plutôt au bureau du greffe. » Elle fronça légèrement les sourcils. « Pourquoi ?» Il prit une inspiration avant de répondre. « Pour commencer des démarches, des papiers, pour que tu puisses vivre avec moi. » Élise le regarda longuement, comme si elle cherchait à savoir s'il plaisantait.
Mais son expression restait sérieuse. Elle baissa les yeux et un mince sourire se dessina sur ses lèvres. Elle ne dit rien de plus, mais Julien vit qu'elle serrait un peu plus fort son livre. Ils arrivèrent devant un bâtiment imposant aux façades claires, orné du drapeau tricolore. En entrant, Julien sentit sur lui les regards curieux de quelques personnes dans le hall. Un employé derrière un comptoir leva la tête et sembla le reconnaître. « Monsieur Morel, vous ici ?» Julien s'avança et répondit d'un ton calme mais ferme. « Oui, j'aimerais entamer une procédure d'adoption. » L'homme haussa les sourcils. « Vous êtes sûr ?»« Plus sûr que de beaucoup de décisions que j'ai prises ces dernières années. » Cette phrase, il ne l'avait pas préparée. Elle était sortie naturellement, et il réalisa en la prononçant qu'elle était vraie. Dans sa vie professionnelle, il avait toujours analysé chaque mouvement, anticipé chaque risque. Mais là, il ne cherchait pas à minimiser les incertitudes. Il se contentait de savoir que c'était ce qu'il devait faire. On les dirigea vers un bureau où une femme leur expliqua la procédure, les documents à fournir, les délais. Julien prit note, posa des questions précises. Élise, silencieuse, observait tout avec une attention soutenue. Quand ils quittèrent le bureau, Julien avait sous le bras un dossier rempli de formulaires. Dehors, l'air était plus vif. Ils descendirent les marches du bâtiment et reprirent leur marche dans les rues. Julien se sentait étrangement léger, malgré l'ampleur de ce qu'il venait de commencer. Il savait que ce ne serait pas simple. Les démarches administratives prendraient du temps, et il faudrait répondre à de nombreuses questions sur sa vie, ses revenus, sa capacité à accueillir un enfant. Mais il n'éprouvait plus la moindre hésitation. En longeant les quais, ils passèrent devant un homme qui vendait des bouquets de fleurs. Élise s'arrêta, regarda les fleurs jaunes alignées dans un seau et se tourna vers lui. « Elles sont jolies. » Julien en acheta un petit bouquet et le lui tendit. Pour fêter le début. Elle prit les fleurs avec précaution, comme si elles étaient fragiles, au point de se briser entre ses doigts. Ils continuèrent à marcher, et Julien se dit que pour la première fois depuis longtemps, il avait le sentiment de construire quelque chose qui ne relevait pas d'un contrat ou d'un investissement, mais d'un choix profondément humain. Ils ne savaient pas encore comment leur vie commune s'organiserait, ni comment ils s'adapteraient l'un à l'autre, mais ils savaient qu'il avait pris la bonne décision, et que cette fois, il n'était pas guidé par la raison seule. C'était son cœur qui avait parlé en premier, et il n'avait aucune intention de le faire taire. Les mois qui suivirent furent rythmés par des démarches, des rendez-vous officiels et des entretiens avec les services sociaux. Julien Morel, habitué aux négociations complexes et aux contrats exigeants, découvrait un autre type de procédure où les chiffres et les clauses cédèrent la place à des questions plus personnelles. On lui demanda de parler de son passé, de ses habitudes de vie, de ses motivations. Chaque fois, il répondait avec précision, sans chercher à enjoliver ou à contourner la vérité. Élise, de son côté, continua à vivre avec lui dans son appartement du centre de Lyon. Les premiers temps, elle restait prudente, presque silencieuse, comme si elle observait pour s'assurer que cette nouvelle vie n'était pas provisoire. Mais peu à peu, des signes de confiance apparurent. Elle laissait son livre sur la table du salon, ses fleurs dans un vase près de la fenêtre, et elle se mit à raconter ses histoires inventées sans attendre qu'on l'y invite. Julien réaménagea une chambre pour elle. Il y plaça un bureau en bois clair, une bibliothèque encore à moitié vide mais prête à accueillir de nouveaux livres, et des rideaux couleur ivoire qui laissèrent passer une lumière douce. Le jour où elle entra dans la pièce terminée, elle resta debout, immobile, puis se tourna vers lui avec un simple « merci » qui, dans sa bouche, valait toutes les déclarations. La vie prit un rythme différent. Julien découvrit qu'il pouvait quitter le bureau plus tôt pour préparer un repas, ou annuler un dîner d'affaires pour assister à la présentation d'un projet scolaire. Les réunions, autrefois prioritaires, se retrouvèrent reléguées derrière des moments plus simples. Marcher ensemble le long du Rhône, discuter autour d'un chocolat chaud, feuilleter un livre dans le silence rassurant de l'appartement. Il y eut des ajustements. Élise avait ses habitudes de rue, cette tendance à toujours vérifier ce qu'elle avait dans ses poches, à manger rapidement comme si le repas pouvait disparaître d'un instant à l'autre. Julien, lui, avait ses réflexes de solitude, parfois un besoin de silence absolu après une journée chargée. Mais ces différences, au lieu de créer des distances, devinrent peu à peu un langage commun. Le printemps arriva, et avec lui la confirmation officielle, l'adoption était validée. Julien lut la décision avec une concentration inhabituelle, chaque mot prenant un poids particulier.
Élise, à ses côtés, ne comprit pas immédiatement toutes les implications juridiques, mais elle saisit l'essentiel. Désormais, ils formaient une famille. Ils déménagèrent dans une maison en périphérie de Lyon avec un jardin. Ce jardin, Élise en fit rapidement son terrain d'exploration. Elle y plantait des fleurs, alignait des cailloux, inventait des histoires où chaque arbre devenait un personnage. Julien, souvent assis sur un banc au fond du jardin, l'observait sans intervenir. Il se surprenait à sourire plus souvent qu'avant, un sourire sans effort qui ne servait pas à masquer quoi que ce soit. Le jour de la fête des pères arriva. Julien, encore marqué par les années où cette date n'était qu'un rappel douloureux, ne s'attendait à rien de particulier. Pourtant, ce matin-là, Élise entra dans le salon avec un carton décoré de dessins. À l'intérieur, un simple mot écrit à la main. « Bonne fête, papa ». Il lut ces mots en silence, les doigts serrant légèrement le papier. Ce n'était pas un geste grandiose, ni un présent coûteux, mais il comprit qu'il représentait tout ce qu'il avait cru avoir perdu à jamais. Un lien, une place dans le cœur de quelqu'un, une raison de se lever le matin qui ne soit pas liée à un contrat ou à un objectif financier. Ils passèrent la journée ensemble, dans le jardin, à parler, rire et partager un repas simple. Le soir venu, alors qu'Élise rentrait ses affaires à l'intérieur, Julien resta un moment seul dehors. Il se rappela la première fois qu'il l'avait vue, cette petite silhouette hésitante sur la place Bellecour, et il eut du mal à croire que c'était seulement quelques mois plus tôt. Ce n'était pas la même famille qu'il avait perdue, et il savait qu'aucune ne remplacerait l'autre. Mais ce qu'il avait trouvé avec Élise était tout aussi réel, tout aussi précieux. C'était un nouveau départ, inattendu et pourtant indispensable. Et en regardant la maison éclairée derrière lui, il comprit qu'il n'avait pas seulement offert un foyer à une enfant. Elle lui avait rendu bien plus, la certitude qu'il était encore capable d'aimer et de construire. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Julien Morel se coucha sans penser à ce qu'il avait perdu. Il s'endormit en pensant à ce qu'il avait retrouvé.